Bonjour tout le monde. Michael Sinatra, directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur les humanités numériques, regroupement stratégique du FRQ. Ça me fait très plaisir de vous accueillir en ligne pour ceux qui nous rejoignent via Zoom et la vingtaine de personnes présentes dans la salle que vous verrez plus tard quand on ouvrira la caméra pour que vous voyez tout le monde pour la période de questions. À la deuxième séance du séminaire que nous organisons cet hiver, profitant au maximum de la présence de mon collègue Jean-Philippe Maguet de l'ENS Lyon qui est en congé sabbatique pour cette année à notre centre, comme chercheur invité pour toute l'année, et qui a accepté cet hiver de donner un séminaire de 4 séances. Et on a aussi décidé ensemble, quand on en parlait avec Emmanuel Château-Dutier et Marcello Vitali-Rossati, membres du comité scientifique du centre, de penser à des dialogues avec Jean-Philippe qui parlerait 30 minutes 4 lundis, et on aurait un ou une invitée différente pour ces 4 lundis. Juan du Diro est intervenu le mois dernier. Cette semaine, nous avons le plaisir d'avoir Lynn Boker de l'Université Laval, chaire de recherche du Canada en traduction et intelligence artificielle, qui sera donc l'intervenante dans la deuxième moitié de notre séminaire. Dans 3 semaines, Marcello Vitali-Rossati, le 9 mars, sera le deuxième participant, et Anne Allombert de Paris 8 sera la quatrième le 30 mars. Donc voilà les trois autres séances qui nous restent. Et aujourd'hui, la thématique, comme vous voyez sur la diapo de Jean-Philippe, est d'y réinterpréter les modèles de langage construisent-ils une identité. Et sans plus tarder, je vais fermer mon micro et inviter Jean-Philippe à ouvrir le sien pour sa présentation pour 30 minutes. Eh bien, merci Michael pour cette introduction. Merci à toutes et à tous d'être venus m'écouter aujourd'hui pour cette deuxième séance. En effet, alors ah, ok. Donc lors de la première séance, en fait, on s'était pas mal intéressé aux capacités cognitives, puis-je dire peut-être, des modèles de langage. En tout cas, la question qui se posait, c'était est-ce qu'il y a une forme de signification, d'intentionnalité qui apparaissait dans ces modèles? Et l'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est d'élargir un petit peu cette réflexion à une dimension plus sociale de ces modèles et à se demander si la question de l'identité a du sens ou pas, et si oui, bah, quel sens elle a. Parce qu'en fait, ce qu'on va voir assez rapidement, c'est que comme la fois dernière, on a surtout des problèmes de définition, on a des problèmes de catégorie, et on a du mal à bien cerner les choses avec nos catégories classiques, je trouve. Donc pour commencer, je vous propose de regarder cette citation qui est tirée d'un billet de blog d'Anthropic, qui est sorti le mois dernier à l'occasion de la nouvelle version de la constitution de Claude. Donc Anthropic, donc, qui est une de ces startups qui propose des modèles de langage et qui fait le modèle Claude, se base sur une constitution, c'est le terme qu'ils ont, un texte fondateur pour exposer quels sont les grands principes auxquels leur modèle doit adhérer. C'est un petit peu leur charte éthique. Si ce n'est que l'entraînement de Claude est censé s'appuyer sur ce texte fondateur. Et donc, dans leur billet de blog, ils définissent ça comme ça. Ils disent que la constitution de Claude, c'est le document fondamental qui, à la fois, exprime et conditionne qui est Claude. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce truc-là, c'est ce qui, en fait. Parce que, étant donné la nature du Claude en question, on aurait pu se dire que cette phrase était formulée en termes de what Claude is. Mais non, il est bien question de who, qui. Alors, qu'est-ce qui se cache en fait derrière l'usage de ce qui? Est-ce que c'est un argument marketing d'Anthropique qui anthropomorphise leur modèle de langage et pour pouvoir mieux nous le vendre et mieux nous convaincre qu'il est intelligent? Est-ce qu'il y a des raisons plus profondes à ça? Est-ce que peut-être il y a un petit peu des deux? Euh, voilà, c'est ça la question que j'aimerais essayer de creuser un petit peu aujourd'hui. Alors, peut-être une manière pour aborder justement cette question, bah, c'est de demander à Claude. Après tout, si Anthropique le présente comme ça, on peut lui demander à Claude, qui es-tu? Who are you? Donc, je le fais en anglais parce que je trouve que l'opposition who, what, elle marche mieux en anglais que qui.
quoi qui permet pas de poser la question proprement. On dirait pas quoi es-tu, qu'est-ce que tu es. Bref, ça marche mieux en anglais, donc c'est pour ça que je l'ai fait en anglais. Et donc, quand on demande à Claude qui il est, eh bien, il nous répond bien gentiment. Et la première chose qu'il nous dit, bah, c'est que il est un assistant IA fait par Anthropic, made by Anthropic. Et ce made by, bah, ça pointe quand même beaucoup plus sur du quoi que sur du qui, me semble-t-il. On a vraiment affaire à un artefact. Et donc, dans la réponse spontanée de Claude, en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'est pas tant du qui que du quoi. Mais ça s'arrête pas là, en fait, parce que si on regarde la réponse un petit peu plus précisément, même si d'un point de vue très ontologique, hein, il se définit comme étant quelque chose qui relève du quoi, on se rend compte assez rapidement que il y a tout un tas d'attributs qui, eux, vont relever du qui, et notamment parmi ces attributs. Un qui me paraît particulièrement intéressant et fondamental, c'est qu'il s'exprime à la première personne. Et donc la question qui se pose là, c'est que, bah, qu'est-ce que ça signifie que de s'exprimer à la première personne pour un truc comme ça? Qu'est-ce qui se cache derrière ce jeu? Parce que c'est pas du tout évident que on puisse utiliser le jeu. Vous et moi, on est capable d'utiliser le jeu, mais à part vous et moi, qu'est-ce qui est capable de s'exprimer à la première personne? Bah, jusqu'à peu, rien en fait, hein. Et là, on est face à quelque chose qui se permet cette expression à la première personne. Et donc moi, la question que je voudrais poser ici, hein, c'est bah, qu'est-ce qui se cache en fait derrière cette utilisation de la première personne? Est-ce que ça a du sens pour un artefact, quelque chose de fabriqué, que de dire je peux parler à la première personne et derrière cette première personne va se cacher une identité, une singularité, quelque chose qui se rapporte d'une certaine manière au phénomène qui est présent quand vous et moi, on s'exprime à la première personne. Et donc on voit que bah, il y a le problème de catégorie dont je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le régime du who, de l'autre côté le régime du what, on a des sujets, on a des objets qui a priori sont des choses qui sont exclusives l'une de l'autre. Alors je dis a priori parce qu'en fait on peut y réfléchir peu de temps pour se rendre compte qu'on va trouver des cas limites. On en avait parlé un petit peu brièvement la fois dernière, mais dès qu'on commence à regarder ce qui se passe dans le règne animal, on voit qu'en fait ces cas limites ils vont exister parce que s'il y a un chien qui rentre, je peux te dire bah tiens c'est qui ça? Et là je peux utiliser ce qui avec une certaine assurance et ça a du sens, même si le chien va me parler à la première personne, le qui fait du sens. Alors que si je vois passer une fourmi sur la table, je vais plus avoir de mal à utiliser le qui et je vais dire mais c'est quoi ce truc quoi? Et on voit bien qu'entre la fourmi et le chien, il va y avoir toute cette graduation qui va nous faire passer de l'objet au sujet, du chien au chimpanzé, au primate et à l'être humain. Il y a quand même une notion de graduation de ce who à ce what. Mais là, encore une fois, quand on considère les LLM, cet axe-là n'est pas du tout un axe opérationnel hein, pour pouvoir positionner le LLM. On sent bien que même si effectivement ce who et ce what peuvent avoir des zones de recoupement, si on veut essayer de positionner le LLM, bah, c'est pas dans ces recoupements classiques qu'on va pouvoir les positionner. Et donc, pourtant, il y a quand même bien cette idée que on va avoir des choses qui relèvent du sujet, des choses qui relèvent de l'objet, et que à l'intersection entre les deux, on va trouver ces LLM, ces objets qui j'ai pas envie de dire qu'ils sont à la fois sujet et objet. En fait, j'ai plutôt envie de dire qu'ils sont surtout ni l'un ni l'autre, ni des objets purs, ni des sujets pleins, mais qu'il y a une espèce d'espace liminaire comme ça entre le who et le what, et que c'est dans cette frontière où on n'est plus tout à fait de l'un et pas encore tout à fait de l'autre, que les choses vont venir se nicher. Et donc, on est vraiment hors de nos systèmes de catégories standards. Et c'est pour ça que on a des difficultés à vraiment raisonner sur ça. Donc, est-ce que je suis pas en train de dire n'importe quoi quand même? On peut se poser la question. Parce que peut-être qu'en fait cette question de l'identité du LLM, elle est très similaire à la question qui serait de l'identité de n'importe quel logiciel, par exemple. Et on peut se dire, bah peut-être je prends deux logiciels. Je vais prendre Word d'un côté, et je vais prendre Stylo de l'autre pour vous faire pour parler de choses que vous connaissez. Et on peut se dire, est-ce que ces deux logiciels ont une identité différente? Oui, d'une certaine manière, oui, effectivement, on est vraiment
face à deux logiciels qui ont des fonctionnalités, des objectifs qui sont similaires à certains égards et qui pourtant sont très différents l'un de l'autre. Donc peut-être que là, il y a une différence qui va être de l'ordre de la différence d'identité de cet artefact aussi. Mais ce que j'aimerais essayer de vous démontrer, c'est qu'en fait, on n'est pas dans ce registre-là, en fait, et que c'est pas de ça dont on parle ici, que dans les différences traditionnelles de logiciels, il y a plutôt la personnalité des concepteurs qui s'exprime à travers le résultat final, mais que là, dans ce cas-là, il y a quelque chose de plus fin qui va venir se jouer. Et alors, pour venir l'attraper, je vais revenir à la réponse de Claude de tout à l'heure dans laquelle il nous disait que en fait, il travaille en comprenant et en générant du texte. Et c'est dans ces deux actions-là, comprendre et générer du texte, qu'à mon avis se cache toute la réflexion qu'on peut essayer de déployer autour de qu'est-ce que c'est que cette identité. Et là, la raison, elle est que, on est face à un objet qui produit et interprète du texte, qui produit et interprète du langage. Et que le langage, par définition même de ce que c'est quelque chose par lequel je vais aller directement à ma conclusion pour revenir dessus, ça va être plus clair pour vous, pour moi aussi. Le langage est directement quelque chose par lequel on exprime notre identité. Et ça, à travers toutes les strates du langage, de la manière la plus évidente, à travers ce qu'on dit. Là, ce que je suis en train de vous expliquer, d'une certaine manière, je suis en train de vous donner mon point de vue sur tout un tas de questions. Mon propos même, le contenu de mon discours est déjà une forme d'expression de mon identité. Mais c'est pas la seule façon par laquelle j'exprime mon identité en vous parlant. Les langues sont par nature des objets qui sont pas monolithiques, hein, qui sont pétris de variations. Autrement dit, on parle toutes et tous de manière différente, et ces différences dans ces manières de parler, dans ces différences dans la manière d'utiliser la langue, ne sont pas aléatoires, mais sont au contraire directement liées à notre identité. Vous m'entendez parler, vous savez que je suis français, j'ai l'accent français, ça saute aux oreilles. J'exprime mon identité à travers ça. On est dans un dispositif social très particulier. Je suis en train de donner une séance de séminaire. La disposition même spatiale pose déjà des rôles différents. C'est moi qui présente, c'est vous qui écoutez. Et même plus que ça, dans la manière dont je m'exprime, j'endosse ce rôle de présentateur. Je vous parle d'une manière qui est très différente de celle que j'utilise quand je passe une soirée avec des amis et qu'on boit des bières et qu'on déconne et qu'on se raconte des blagues. Mes choix linguistiques sont complètement différents parce que, à travers mes choix linguistiques, je suis en train d'assumer ce rôle de présentateur, d'essayer de me donner une crédibilité, une légitimité, faire en sorte qu'on joue ces rôles qui sont prédéfinis et j'exprime à travers mes choix linguistiques toute cette identité. Donc dès qu'on parle à travers ce qu'on dit et à travers la manière dont on le dit, on exprime une identité. Et cette identité-là, pour essayer de la définir un petit peu plus, ce que je vais appeler identité ici, ça va être tout un ensemble de valeurs, de croyances, de connaissances qui vont venir structurer en fait, structurer ce que je vous dis et la manière dont je vous le dis. Donc pour dire les choses d'une manière un petit peu différente, pour retourner un petit peu la perspective, tout acte énonciatif est socialement situé. Donc cette phrase, elle est même presque un petit peu tautologique parce qu'en fait, quand je dis énoncer, hein, c'est précisément, on est déjà en train de dire que on prend en compte le contexte social dans lequel prend place l'interaction. Je produis pas un texte, je produis une suite d'énoncés, je produis des discours. C'est son texte, c'est le texte avec toutes les conditions sociales de production. Et on peut pas énoncer quelque chose sans être socialement situé. Dès que je dis quelque chose, le qui je suis hein, va automatiquement transparaître dans même ce que je vais dire, même le contenu même de ce que je dis, hein, et aussi dans la manière dont je le dis. On peut pas énoncer sans assumer un positionnement social.
Et face à cette chose-là, il y a quelque chose de symétrique, qui est que tout acte interprétatif est lui aussi socialement situé. C'est-à-dire que au moment où vous récupérez mes mots, où vous percevez mon discours, eh bien la façon dont vous allez l'interpréter va dépendre également de votre histoire, de votre trajectoire, de vos valeurs, de vos croyances, de vos connaissances, certaines qu'on va partager, certaines qu'on va pas partager. Et là encore, il y a quelque chose de tautologique en fait dans cette phrase qui dit rien. Interpréter, ça veut bien dire que précisément le texte face auquel on est, soit parce qu'on le voit, soit parce qu'on l'entend, ce texte, on va le lire, le filtrer, enfin le percevoir à travers le filtre de notre identité. Euh, Bon, je sais pas si j'ai beaucoup plus à dire là-dessus. Alors, je veux dire, en fait, si, j'ai beaucoup plus à dire là-dessus, et ça sera notamment le sillon que je creuserai lors de la prochaine séance. Mais voilà. Donc, si j'essaye d'avoir un petit schéma pour un petit modèle de la communication, quand un locuteur va exprimer quelque chose, ce qui va être exprimé, ça va être exprimé au filtre même propre de son identité. Ça va être reçu par son interlocuteur qui va le réceptionner, filtre même de sa propre identité à lui. Et en plus du message porté par la sémantique du discours, transite l'identité de la personne qui énonce, qui est inférée, interprétée par la personne qui reçoit, qui va reprojeter sur la personne initiale l'identité inférée. Et il y a des circulations d'identité comme ça qui sont constitutives même du langage. On n'est pas en train de parler d'un épiphénomène, de quelque chose qui serait passablement annexe. Ces histoires d'identité structurent fondamentalement la nature de nos interactions linguistiques. Et de la même manière qu'on ne peut pas ne pas décoder les structures linguistiques d'un énoncé, qu'on ne peut pas ne pas comprendre le sens porté par les mots de l'énoncé, on ne peut pas ne pas décoder l'identité qui est convoyée lorsque quelqu'un nous parle. On ne peut pas analyser, on ne peut pas ne pas analyser tous les petits signaux dans la variation linguistique. On ne peut pas ne pas venir ancrer les propos de l'autre dans son propre système de valeurs, venir le mettre en regard du système de valeurs, de connaissances, de croyances qu'on va inférer chez l'interlocuteur. Tout ça fait partie même directement, profondément d'une interaction linguistique. Du coup, lorsque cette interaction linguistique n'a pas lieu entre deux êtres humains, mais qu'elle a lieu entre un être humain et une IA, ces processus sont à l'œuvre également. Il n'y a pas possibilité, on ne peut pas ne pas, euh, on ne peut pas ne pas inférer une identité lorsqu'on est face à du texte produit par une IA. Par la nature même de la langue, en fait, par la nature même du langage, qui vient de toute façon transmettre cette identité. À grand minima, ce qu'on va faire, c'est dire, ah bah tiens, ce truc-là, je reconnais bien que ça a été écrit par une IA. C'est plein de listes à puces, c'est plein d'émoticônes. On peut tout un tas de détails comme ça qui vont nous faire comprendre que c'est exprimé par une IA, mais plus généralement, parce que on est face à une situation d'énonciation, quand Claude nous répond, il produit du texte qu'on reçoit, eh ben, on ne peut pas ne pas être dans ces mécanismes normaux, traditionnels de la langue, qui font que on décode l'identité, on va reprocher une identité, et que tout ça circule avec. Donc en fait, ma question même de savoir si les IA se construisent des identités ou pas, en fait, d'une certaine manière, on peut commencer à y répondre avant même toute analyse empirique du système ou de quoi que ce soit, par le fait même qu'on soit dans une interaction linguistique, on ne peut pas ne pas plaquer une identité sur ce qui est en face de nous. Donc, à la limite, savoir que si l'IA a une identité ou pas devient une question un petit peu secondaire parce que de fait même que nous, on est impliqué dans cette interaction-là, on va projeter une identité sur ces modèles.
Alors là, on a bon, voilà. Donc c'est une première, je pense une première conclusion intéressante à laquelle on peut aboutir, mais néanmoins, on n'a pas tout à fait épuisé la discussion une fois qu'on a dit ça, parce que même si par nécessité il y a des formes d'identité qui existent. On peut venir creuser un petit peu pour essayer de comprendre en quoi elles vont se rapprocher ou pas des identités que vous et moi on construit tout au long de notre vie et qu'on finit par exprimer dans nos interactions linguistiques. Donc première chose qu'on peut constater de manière très évidente, c'est que la façon dont se construisent ces identités chez nous et chez les IA est pas du tout la même, puisque tous ces systèmes de valeurs, tous ces systèmes de croyances, toutes ces connaissances qui vont venir structurer nos discours à nous, hein, ils proviennent en fait de notre origine sociale et de toute notre trajectoire sociale depuis notre tout début, depuis le tout début de notre socialisation jusqu'à aujourd'hui, notre éducation, nos influences, nos rencontres, etc. C'est tout ça qui va venir nous construire, nous former et qui fait que on est qui on est aujourd'hui. Euh, Avec sans doute un soubassement cognitif général propre à tout le monde, mais ce qui va faire notre singularité à chacun, c'est ni plus ni moins que notre origine sociale et notre trajectoire à capacité génétique et psychologique initiale et équivalente. Dans un LLM, il n'y a pas ça évidemment, hein. Dans un LLM, ce qui peut venir construire en fait hein, tous ces systèmes de valeurs, de croyances, de connaissances, c'est la façon dont il a été entraîné et plus précisément les données sur lesquelles il a été entraîné. Et donc on peut dès le départ dire que on n'a pas affaire au même processus hein, et que nos identités vont pas être similaires au moins dans leur mécanisme de construction. Mais pour autant, quand on va regarder ensuite ces identités chez LLM, on va retrouver des trucs. Et il y a tout un tas de résultats empiriques hein, qui nous permettent d'aller regarder vraiment ce qui se passe et de constater que effectivement, il y a des systèmes de valeurs, de croyances, de connaissances qui sont construits. Je vous montre une étude parmi tout un tas d'autres qui vient regarder ça et qui vient en fait essayer de positionner comme ça différents modèles dans des espaces ici des espaces politiques. J'ai choisi cette étude-là non pas parce que je la trouvais vraiment mieux qu'une autre, mais parce que je trouvais que le graphique était visuellement ce que je trouvais de plus représentatif. Voilà, on prend tout un tas de modèles, on leur fait passer tout un tas de tests et on se rend compte que on peut les positionner comme ça dans des espaces où chacun va avoir sa singularité, ses propriétés, un positionnement politique. Donc cette identité-là qu'on avait postulée, dont on avait déduit en fait une existence uniquement sur les propriétés même de la langue, on se rend compte que empiriquement, quand on regarde, on voit effectivement ces choses-là, on voit ces différences. Alors il y a tout un tas d'arguments qu'on va pouvoir venir opposer en fait hein, à l'existence, en fait, quand on va vouloir mettre en regard cette identité des modèles et les identités des êtres humains, il y a tout un tas d'arguments qu'on va pouvoir opposer pour essayer de voir si on a affaire à la même chose ou pas. Et alors, une des formes d'argument est de dire que nous, notre identité propre, elle a une sorte de véracité hein, qu'on va pas retrouver chez LLM, dans les LLM, puisque ces modèles-là présentent une identité qui est complètement manipulable. Et c'est ce que montrent les études qui, juste à travers le prompt, sont capables d'impulser, d'insuffler une identité définie au modèle à travers des personas. Donc là encore, une étude qui présentait ça.
où différents types de prompts étaient capables de forcer différents types de traits de personnalité. Chaque ligne ici représente une manière dont un LLM a été entraîné. Chaque colonne représente un type enfin pas entraîné plutôt. Chaque ligne montre un certain type de prompt. Chaque colonne montre un trait de personnalité. Là, c'est les Big Five. C'est des choses assez grossières de définition des personnalités, mais c'est pas grave si on arrive à voir des différences quand c'est grossier, c'est que le phénomène est bel et bien là. Et chaque petite ligne, chaque petite courbe montre qu'on peut plus ou moins régler en fait la force avec laquelle, juste à travers des prompts, on est capable d'emmener un modèle dans telle direction selon chacun de ces grands traits de personnalité. En bleu, par exemple, c'est le côté extraverti du modèle. On est capable de voir que juste à travers des prompts, on va venir manipuler comme ça son degré d'extravertissage, je sais pas comment on dit, d'extravertisme, d'extravertisation, comment vous diriez? Comment? Plus ou moins extraverti. Donc si on est capable de faire ça, en tout cas voilà, si on est capable de manipuler ces personnalités, hein, c'est que l'identité, elle n'est pas vraiment dans le modèle, mais c'est quelque chose de beaucoup plus superficiel et que c'est pas très intéressant. Alors ça, il me semble que c'est un mauvais argument dans le sens où en fait, nous aussi, on est capable de faire ça. Et nous aussi, on a notre propre identité, hein, avec nos propres caractéristiques à nous, hein, mais on est capable de comprendre en fait comment sont structurés hein, les systèmes de pensée, les systèmes de croyance des autres, les identités des autres. Et la fiction elle-même, en fait, c'est le principe même de la fiction, c'est ça, c'est être capable de se mettre dans la peau hein, de quelqu'un d'autre et de mimer une autre identité. Hein, et c'est ce qui se passe, et c'est pas très très différent, à mon avis, de ce qui se passe ici. Donc c'est pas parce qu'on a notre propre identité à nous hein, qu'on n'est pas capable de performer hein, une identité différente. Donc, je n'ai pas le sentiment que ici, hein, on trouve une différence vraiment majeure entre LLM et être humain. Une autre objection qu'on peut faire, c'est que dans notre identité à nous, qui est une objection beaucoup plus profonde à mon avis, dans notre identité à nous, il y a une forme de continuité narrative, c'est-à-dire qu'on a notre mémoire autobiographique qui nous fait prendre conscience que celui que je suis aujourd'hui, c'est le même que celui que j'étais il y a 1 an, il y a 10 ans, et cette continuité-là que je vis de manière très très intime, c'est quelque chose qu'on va pas du tout retrouver chez les LLM. Au contraire même, hein, j'ai envie de dire, puisque dès que j'engage une nouvelle conversation avec un modèle de langue, je le réinitialise à zéro et il est à la fois un et multiple, hein, puisqu'à chaque nouvelle interaction, c'est comme si j'engageais avec quelqu'un de nouveau. Donc cette continuité de soi-même que nous on expérimente, elle est au contraire très absente chez l'IA. Et là, ce type d'argument qu'on va essayer de creuser un petit peu encore me paraît plus intéressant, quoique exprimé comme ça, il me paraît insuffisant parce que il n'est pas très difficile en fait d'imaginer un système qui serait capable d'apprendre en continu et qui serait capable de construire comme ça une propre singularité qui se déploierait dans le temps. C'est pas très difficile d'imaginer un robot capable d'apprendre et que il ait toute une vie en fait et que tout au long de cette vie de robot, il soit capable d'avoir comme ça cette continuité narrative, cette mémoire autobiographique qui va venir construire son identité. Et en fait, c'est tellement peu difficile à imaginer que si vous avez suivi au cours des dernières semaines là, l'émergence de ces agents Open Cloud, des agents qui existent en continu et qui sont capables de manière très rudimentaire, en fait, de construire petit à petit une mémoire de qui ils sont, de leurs interactions, etc. Je pense que c'est tout tracé, en fait, pour arriver à des systèmes qui, parce qu'ils vont pouvoir durer dans le temps, vont être capables d'avoir cette continuité autobiographique qui nous paraît être quelque chose de constitutif de nous. Donc un autre peut-être argument qu'on peut opposer à l'identité
à l'identité des LLM, c'est qui, pareil, va venir prendre son origine dans notre vécu de notre identité. C'est dire, oui, mais moi, mon identité, elle se manifeste à travers mon libre arbitre, elle se manifeste à travers mon agentivité, et le fait que je sois quelqu'un, une personne, je le vis parce que je suis capable de décider, attention, hop là, c'est maintenant que j'ai pris ma gourde, c'est pas une seconde avant, c'est pas une seconde après, et j'ai cette capacité à décider de ça. Un LLM, il sait pas ça, un LLM, tant qu'on lui pose pas une question, il n'est pas capable de répondre, il n'a pas cette, cette agentivité-là, ce libre arbitre qu'on est capable de, nous, d'exprimer. Alors là, sur un argument comme ça, ce que j'aurais envie de dire, c'est que j'ai pas tellement envie d'attribuer cette agentivité, ce libre arbitre au LLM. Par contre, je pense qu'il y a tout un tas de questions, de discussions à avoir sur l'existence même de cette agentivité, ce libre arbitre chez les êtres humains, tout simplement. C'est quelque chose qui me paraît pas évident du tout. Cette agentivité, en fait, le modèle, hein, si on prend un modèle d'IA, dès lors qu'on le met dans un système ouvert et qui va être en sollicitation en permanence par des choses extérieures de son environnement, bah, il va pouvoir rentrer dans ce cycle de réaction. Et finalement, bah, je pense que c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. C'est parce que précisément on est dans un environnement ouvert et qu'on est toujours en réaction à travers à des sollicitations que on peut peut-être avoir ce sentiment de libre arbitre, mais moi je suis très dubitatif sur la notion du libre arbitre parce que en fait c'est une question qui à mon avis est très facile à trancher hein, d'une manière philosophique, c'est-à-dire que le monde physique est déterministe, le libre arbitre c'est quelque chose qui justement va à l'encontre du déterminisme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans nos capacités mentales, dans nos propriétés mentales qui est capable de sortir de ce déterminisme. Bah, dans ce cas-là, pour me convaincre que cette chose-là existe, bah, j'ai besoin de voir où dans le monde physique va pouvoir se cacher ce non-déterminisme et personnellement, je ne le vois pas. Donc, je pense pas que ce libre arbitre existe beaucoup plus chez nous que ailleurs. Et donc, cette voie cette voie-là de contestation d'identité au LLM me paraît être en fait une voie qui va venir surestimer nos propres capacités et qu'en fait on n'est pas très très différent de ce point-là. Alors une dernière critique hein, qui là en fait je pense est celle pour laquelle je vais pas avoir de réponse et qui est la critique la plus profonde et on va voir que finalement on retombe sur des conclusions très similaires à celles auxquelles j'aboutissais la fois dernière. C'est si on interroge cette notion d'ipséité, donc c'est le nom un peu compliqué que les philosophes utilisent pour désigner ce sentiment, cette connaissance intime qu'on a d'être soi et de pas être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, je sais que je suis moi, et je sais que je suis pas Marcello, par exemple, et qu'il y a une différence du soi et du non-soi. Et ça, et donc cette connaissance vraiment intime, là, c'est quand même difficile de venir l'appliquer au LLM pour la même raison que la fois dernière, c'est que c'est quelque chose de très phénoménologique en fait, et que ça se résume à notre expérience vécue subjectivement à la première personne d'être quelqu'un qui est vivant et de tracer son chemin à travers l'univers et la vie, etc. Cette conviction de la première personne, ça, j'ai du mal à l'attribuer au LLM. Ceci étant, on peut noter que il y a des pathologies en fait de cette expérience phénoménologique et que chez certaines personnes, la distinction entre soi et l'autre je pense particulièrement aux patients schizophrènes où des fois la distinction entre soi et l'autre peut être un petit peu questionnable. Donc même ce trait-là, en fait, je suis pas tout à fait sûr qu'il soit profondément constitutif de l'identité, puisque même chez les gens qui ont ces pathologies de l'expérience phénoménologique de la première personne, c'est même définitoire en fait de leur propre identité. Donc on touche quand même quelque chose qui est pas tout à fait clair. Mais quoi qu'il en soit, dès lors en fait qu'on en arrive
à questionner l'expérience phénoménologique pour des LLM, il me semble qu'on arrive à une situation où on touche en fait à la différence fondamentale entre eux et nous, qui se situe à cet endroit-là, mais à mon avis pas beaucoup ailleurs. Et de la même manière que la fois dernière, j'avais conclu qu'il y avait chez LLM une intentionnalité fonctionnelle, c'est-à-dire que leur représentation pouvait faire référence de manière fonctionnelle, c'est-à-dire opérationnelle, à du monde extérieur, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils pouvaient donner sens, mais qu'il n'y avait pas cette intentionnalité phénoménologique, c'est-à-dire ce vécu à la première personne de cette aboutness. Il me semble que on arrive à la même conclusion pour l'identité, c'est-à-dire que ces LLM là, finalement, ils n'ont pas cette expérience phénoménologique que nous on a d'être qui on est, mais néanmoins, pour autant, ils participent à ces pratiques discursives qui sont socialement situées, et donc les LLM sont socialement situés, et il y a tout un tas de conséquences là-dessus qu'on discutera les fois d'après. Donc ils ont cette identité, mais c'est pas une identité au sens fort en fait. Ils sont dans des dispositifs d'énonciation, mais sans être énonciateurs au sens où nous on laisse, ce qui nous oblige de nouveau à constater que finalement les catégories avec lesquelles on raisonne sont pas complètement opérationnelles et que le besoin qu'on a pour construire des discours vraiment intéressants sur ces objets-là va commencer, j'ai oublié le début de ma phrase, mais en tout cas je recommence, pour pouvoir construire des discours intéressants sur ces objets-là. La première étape en fait est de reconstituer des catégories de pensée qui nous permettent de les penser. Voilà, je vous remercie. Merci pour l'invitation d'être parmi vous aujourd'hui et pour la possibilité de participer dans la conversation. Moi, je suis professeure de traduction à l'Université Laval et je suis aussi traductrice agréée. Alors, je vais présenter aujourd'hui un peu le point de vue des traducteurs humains et faire un petit comparaison entre les traducteurs humains et les grands modèles de langue qui peuvent être utilisés pour faire la traduction. Alors, ça, c'est la situation que je connais le mieux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres traducteurs ou traductrices dans la salle? Ils sont en ligne. Oh, OK, en ligne, OK. Bon. Alors, la traduction, c'est une activité qui est intrinsèquement sociale. Ce n'est pas une activité neutre. C'est vrai que les traducteurs ont tous leur voix et ils prennent des décisions en fonction de nombreux facteurs, et notamment les normes sociales et les attentes des clients, de leurs clients, les traducteurs professionnels, et aussi les besoins du public visé. Et vous pouvez voir tout de suite que j'ai déjà pris une décision. Par exemple, j'ai voulu prendre conscience des participants aujourd'hui. J'ai voulu chercher une façon inclusive de dire traducteur et j'ai eu une décision à faire. Si je traduis, moi je suis anglophone évidemment, si je traduis de l'anglais, le mot translator, c'est un seul mot, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas de choix à faire. Mais quand je traduis vers le français, je peux dire traducteur dans le sens pour représenter tous. Je peux dire traducteur et traductrice, traducteur barre oblique trice, avec le point, tous les choix. Alors, j'ai une décision à faire. Et aussi, j'ai une contrainte pratico-pratique. Il n'y a pas beaucoup d'espace sur les diapos. Alors, j'ai voulu chercher une solution un peu épicène qui n'exige pas la représentation de toutes les formes possibles. Alors, j'ai choisi d'utiliser le mot traducteur, mais c'est vraiment une décision. Alors, c'est pas une acte neutre, j'ai dû faire une décision. Et je pense que l'une des façons pour comprendre les forces et peut-être aussi les faiblesses des grands modèles de langage par rapport à la traduction, je pense que c'est utile d'abord de mieux comprendre un peu la traduction humaine. Qu'est-ce que les traducteurs font?
Et il y a les enjeux ces jours-ci avec l'introduction des outils basés sur l'intelligence artificielle. Dans le passé, les outils de traduction étaient principalement entre les mains des traducteurs professionnels. La traduction automatique, c'est une technologie qui date de presque 80 ans à ce point, hein. C'est la période juste après la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont commencé à concevoir et à développer même les outils de traduction automatique. Mais ces jours-ci, c'est un peu ubiquite, est-ce qu'on peut dire ça? Ce sont partout, hein? Nous sommes entourés par l'intelligence artificielle pour les traductions. Et depuis une décennie, il y a un intérêt très, très élevé pour accéder à ces outils directement. Alors, ils ne sont plus exclusivement entre les mains des traducteurs professionnels, mais ils sont disponibles à n'importe qui a une connexion, qui peut brancher sur l'Internet. Et c'est quelque chose qui a commencé à avoir un intérêt extrême, à mon avis, dès l'arrivée des grands modèles de langage. Euh, il y a un chercheur qui a fait un calcul, ça date maintenant de 5 ans, alors ça s'applique plutôt au modèle de traduction automatique neuronale, parce que ça vient juste avant l'introduction des grands modèles de langage. Mais elle a estimé que maintenant, c'est 99,07% des utilisateurs des outils de traduction automatique ne sont pas les traducteurs, ne sont pas des gens formés en traduction. Et ça crée des enjeux parce qu'il y a plusieurs idées reçues ou une compréhension simplifiée de la traduction. Alors, pour la plupart des gens qui sont hors des industries des langues, ils croient peut-être que l'unité principale de la traduction, c'est le mot ou les mots. Et que l'activité principale d'un traducteur ou un traducteur, c'est une activité de substitution, un peu comme la cryptographie, un chiffrage, déchiffrage. Si on voit le mot là, on doit le traduire par un mot comme the. Si on voit le mot voiture, il faut trouver un équivalent pour voiture comme car, etc. Alors, l'idée reçue, c'est que plus ou moins tous les mots qui existent dans le texte de départ vont figurer aussi dans le texte d'arrivée. Et pour les traducteurs, les gens hors des industries de la langue pensent souvent que les compétences nécessaires pour la traduction, c'est le multilinguisme. Et comme traducteur, l'une des questions, si je me présente comme traducteur, l'une des questions les plus souvent que les gens me posent, c'est ah, combien de langues parlez-vous? Puis il y a une grande déception quand je dis 2,5. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens pensent que les traducteurs sont des polyglottes qui parlent une dizaine de langues, par exemple. Et parfois, ils croient aussi qu'un traducteur peut traduire n'importe quel texte, hein. S'ils ont un contrat à traduire vers l'espagnol, ils pensent que n'importe quel traducteur qui parle l'espagnol peut faire la traduction. Alors, ça, c'est quelque chose qui est un peu différent de la réalité des traducteurs professionnels, par exemple. Si vous posez les mêmes questions aux traducteurs, ils vont répondre que l'unité principale, c'est pas les mots, mais c'est plutôt les concepts, les idées dans un texte, le message. Et l'une des meilleures explications que j'ai jamais vues au sujet de la traduction, c'est le petite citation que j'ai mis sur l'écran. Translation is not about words. It's about what the words are about. Alors, je le trouve génial comme explication de la traduction. Et
Pour un traducteur, l'activité principale, c'est pas trouver les substitutions, c'est pas déchiffrer un texte comme une forme de cryptographie. C'est vraiment, il cherche à établir une équivalence appropriée. Mais ça veut dire quoi, appropriée? Ça peut être une équivalence sémantique, du sens. Ça peut être une équivalence formelle, du forme d'un texte. Ça peut être une équivalence de l'effet du texte sur les interlocuteurs, par exemple. Et j'ai mis aussi un petit exemple, un exemple canadien d'une traduction, on peut le dire, une traduction qui figure sur l'emballage de Tim Hortons. Vous voyez que la traduction de It's the most wonderful Tims of the year, c'était pour Noël, c'est ce genre d'emballage. It's the most wonderful Tims of the year a été traduit par Vive le Tim des fêtes. Alors, c'est pas une traduction littérale. On peut pas identifier chaque mot dans le texte. C'est pas vraiment une substitution formelle, mais c'est une traduction parce que ça donne le même sens en général et il y a un effet comparable pour les deux publics, hein, le public source et le public cible. Alors, c'est ça plutôt l'acte de traduction pour un traducteur. Et il faut dire aussi que le grand public pense peut-être que la plupart des traducteurs travaillent sur les textes littéraires et je vous assure que c'est vraiment une petite minorité de traducteurs qui travaillent sur la littérature. La plupart des textes à traduire sont de nature pragmatique ou surtout spécialisés. Il y a beaucoup de domaines spécialisés. Dans la traduction. Alors, si on parle d'un système, un outil de traduction automatique, encore une fois, c'est plutôt un système de traduction automatique neuronale. Cette enquête date juste avant l'introduction des grands modèles de langage. C'est une enquête qui a été menée en Lituanie et les chercheurs ont demandé aux gens, vous utilisez les outils de traduction automatique pour traduire quel type de texte? Pour quelle fin est-ce que vous utilisez les systèmes de traduction automatique? Et vous pouvez voir une diversité de sujets, de domaines, d'applications de ces outils. Il y a quelques-uns qui sont vraiment personnels, fait le magasinage en ligne, mais il y a d'autres qui sont où les conséquences d'avoir une mauvaise traduction sont un peu plus élevées, comme pour la santé ou la- les applications juridiques, par exemple. Mais vous voyez que l'application majeur ou principal, c'est d'utiliser ces outils au travail. Et c'est pas les traducteurs, hein, ils sont des gens qui travaillent hors des industries de la langue, mais ils utilisent ces outils de traduction dans leur travail. Et quel type de travail? Il y avait des répondants qui travaillent avec des brevets en médecine, qui traitent les textes juridiques, travaille en éducation, travaille comme chercheur, en administration. Alors, il y a beaucoup de diversité pour les applications de ces outils par les non-traducteurs. Maintenant, si on tourne aux traducteurs et si on leur demande quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour faire la traduction, pour travailler comme traducteur professionnel. Certainement, le bilinguisme ou même le multilinguisme est essentiel.
ils ajoutent aussi qu'il y a besoin d'avoir une expertise en rédaction. Mais il y a d'autres compétences qui sont nécessaires. Il faut vraiment, vraiment connaître le public cible. À qui est-ce que vous parlez avec votre texte traduit? Ça exige comprendre aussi les cultures. C'est pas juste les langues, les mots, mais c'est plutôt les cultures qui sont vraiment importantes à comprendre pour les traducteurs. Comme j'avais mentionné, il y a beaucoup de textes spécialisés. Alors, les traducteurs, eux aussi, il faut avoir une connaissance profonde du domaine dans lequel ils travaillent. Et la plupart des traducteurs professionnels ne travaillent que dans un ou deux domaines. Moi, je suis traductrice technique. Je ne traduis jamais les textes juridiques, les textes littéraires, par exemple. C'est pas possible de connaître tous les domaines en profondeur. Alors, les traducteurs professionnels spécialisent. En plus, ils sont vraiment des chercheurs. Euh, c'est étonnant parfois pour les gens à apprendre qu'un traducteur passe entre 25 et 40% de leur temps en faisant la recherche. Ouais, c'est pas juste taper les mots, les mots, les mots dans la tête. Il faut vraiment faire la recherche et ça peut être jusqu'au 40% de leur temps. Ils sont aussi des experts à analyser des risques. Comme nous avons vu, il y a des situations très, très différentes où on peut faire traduire quelque chose. Les conséquences pour une mauvaise traduction, si le but est le divertissement, ces conséquences sont complètement différentes si on est dans un domaine comme la santé ou un domaine juridique. Alors, les traducteurs, ils doivent vraiment être capables d'analyser les risques d'avoir une mauvaise traduction et apporter leur jugement. Et si je peux décrire l'une des compétences les plus importantes pour un traducteur, c'est vraiment la capacité de prendre les décisions. Traduire, c'est prendre les décisions, l'un après l'autre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faut prendre les décisions. Mais comment? Comment est-ce qu'on peut faire une décision sage, raisonnable? La traduction ne se fait pas dans le vide. Ouais. Pour traduire, les traducteurs ont besoin d'un cadre décisionnel. Et dans le monde professionnel, ce cadre décisionnel, c'est fourni par les clients. On l'appelle le mandat de traduction. En anglais, c'est a translation brief. C'est vraiment une série d'instructions qui vient du client, le commanditaire, la personne qui a demandé la traduction. Et ça fournit l'information au sujet du but. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette traduction? Qu'est-ce qu'on va faire avec la traduction? Est-ce que ça serait publié sur un site web? Est-ce que ça serait un document interne? Est-ce que c'est quelque chose qui sera partagé avec le grand public? C'est quoi l'intention? Qui sont les lecteurs visés par cette traduction? Est-ce qu'ils sont Pardon. Est-ce qu'ils sont des adultes, des enfants? Est-ce qu'ils sont les Canadiens ou les Français? Il faut avoir vraiment une compréhension du public et du but de la traduction. Et ces informations, ça donne le traducteur un cadre décisionnel pour prendre les décisions sur les mots, sur les expressions, sur les concepts qu'il faut partager avec les lecteurs, le lectorat public. Sans une compréhension explicite et profonde de l'objectif et du public, c'est difficile à prendre les décisions les plus pertinentes.
On peut traduire, certainement, mais est-ce que ça serait une traduction qui sert les besoins du lectorat visé, par exemple? Il y a un livre très, très bien connu, très, très respecté, qui présente la traduction comme une purposeful activity. Ouais, on traduit avec une intention. C'est pas vraiment quelque chose qui est fait dans le vide. Alors, en complément avec le mandat, il faut faire une étude aussi du texte de départ, une analyse. Et c'est vrai qu'il y a un auteur, quelqu'un a rédigé le texte à traduire, et l'auteur a leur voix, leur style, leur idiolecte. Il y a aussi un message, le contenu du texte. Il y a un objectif, est-ce que c'est pour informer quelqu'un, pour convaincre quelqu'un? Et il y a aussi une intention. Quel impact est-ce que l'auteur original veut avoir sur leur public? Alors, on peut établir ça pour le texte de départ, puis on doit prendre les décisions. Est-ce que je dois faire la même chose pour le public euh, du texte cible et comment est-ce que je peux le faire? Comment est-ce que je peux achever ces effets similaires ou comment est-ce que je peux convaincre quelqu'un dans ma culture, dans ma langue? Alors, ça, c'est vraiment le travail du traducteur, c'est prendre les décisions pour achever le but pour le texte cible. Alors, la traduction, c'est vraiment une forme de communication médiatisée. C'est entre deux langues, oui, certainement, mais aussi entre deux cultures, entre deux visions du monde, entre la source et le cible. Les traducteurs sont des intermédiaires qui interprètent et réexpriment le texte du départ pour assurer la compréhension, oui, mais aussi l'intention du texte. Les traducteurs ont toujours un respect pour le but et l'intention de l'auteur original, mais ils doivent aussi garder un respect pour les besoins et les attentes du public cible. Alors, c'est vraiment une tension pour un traducteur, c'est naviguer cette fidélité. Est-ce que je dois être fidèle principalement à l'auteur ou au public? Et faut trouver une sorte de équilibre entre les deux. Pour un exemple, les traducteurs font souvent un peu plus que la traduction. On le décrit comme la localisation. Et les traducteurs doivent toujours demander que veut ou que attend le public cible. Et si on choisit des publics différents, on peut avoir le même texte de départ, mais on peut arriver à produire deux traductions différentes parce que les publics sont un peu différents. Alors, j'imagine, Jean-Philippe a déjà se présenté comme un Français. Michael est ici à Québec et, oups, et il faut prendre peut-être les décisions différentes si on traduit pour un public ou pour un autre. Parfois, c'est pas, les conséquences sont pas graves pour quelques traductions, mais pour d'autres, peut-être ça serait un peu différent. Ça peut être, ouais, ça peut être motivé par des facteurs différents. Parfois, il y a un seul concept, mais avec étiquette, si on peut le dire comme ça. Il y a deux termes pour le même concept, comme paracétamol et acétaminophène. C'est exactement le même produit, mais il y a deux termes différents.
D'autres fois, la décision peut être plus idéologique. Par exemple, si je dis LLM à ce groupe, c'est certain qu'on va comprendre. Mais au Québec, l'Office québécois de la langue française a recommandé utiliser le terme GML plutôt que LLM parce que les Franco-Canadiens sont dans une situation un peu différente que les Français. Ils sont entourés par leur anglophone et le français, c'est une langue en situation minoritaire au Canada. Alors, il y a des raisons différentes pour choisir, pour faire des choix différents quand on part pour des publics différents. Alors, ça, c'est pour la traduction humaine. Ça vous donne un peu une idée de comment traduire les textes si on est un traducteur professionnel. On va tourner direction maintenant pour parler un peu des GML. Et comme j'avais mentionné, euh, la traduction automatique n'est pas une nouvelle technologie, mais certainement les approches, les architectures ont évolué. Au début, c'était vraiment les approches basées sur les règles, ce qui veut dire qu'il y a des systèmes qui utilisent des gros dictionnaires bilingues et une série de règles grammaticales. Mais ces systèmes ont eu un succès limité parce que la communication, ça exige beaucoup plus qu'un dictionnaire et des règles grammaticales. Alors, depuis presque 45, presque 50 ans maintenant, ils ont tourné l'approche pour ce qu'on décrit comme les approches basées sur les données. D'abord, ils ont utilisé des approches statistiques où ils ont identifié des patrons et ils ont fait des calculs probabilistes. Et je pense que pas la semaine passée, mais dans la dernière séance, vous avez exploré un peu les approches probabilistes pour le traitement automatique de langue naturelle. On a observé une amélioration impressive qui était un peu décevant pour les linguistes. C'est un peu décevant de voir que les statistiques peuvent traduire de façon meilleure que les règles linguistiques. Mais comme j'avais dit, c'est parce que c'est pas juste les règles linguistiques, les règles grammaticales qui comptent pour communication. Mais c'était quand même intéressant. Ça montrait que les locuteurs sont, dans une large mesure, des créatures d'habitude ou des routinières. C'est pas chaque phrase que je dis qui est complètement originale. Waouh! Hein. La communication ne fonctionne pas si on ne se comprend pas. Alors, si on est original tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça sert pas à la communication. Euh, Depuis 10 ans, les approches statistiques ont changé un peu. Ben, ils sont encore utilisés, mais maintenant, les approches neuronales avec les réseaux neuronaux artificiels sont plutôt l'approche du jour. Et les grands modèles de langue aussi, qui utilisent aussi les réseaux neuronaux. Ce qu'on a observé, c'est que la fluidité est beaucoup améliorée. Euh, les phrases semblent être très, très naturelles. Mais le problème, c'est que la fluidité peut masquer les manques de précision. Alors, ça donne l'impression que le contenu est correct parce que ça semble naturel. Juste pour vous donner un petit résumé des différences principales entre la traduction automatique neuronale et les grands modèles de langage. Les outils de traduction automatique neuronale comme Google Traduction, comme DeepL, comme Sistran, par exemple, ils sont conçus pour une seule tâche. Ils
traduit et c'est tout, hein. Google Translate, c'est juste un outil pour traduire. Ils ont besoin d'un grand volume de données d'entraînement, mais ces données doivent prendre une façon un peu particulière. Il faut utiliser les textes bilingues et parallèles pour entraîner des systèmes de traduction neuronale, ce qui veut dire qu'il faut trouver des traductions préexistantes, hein, des textes qui ont été déjà traduits, et ces traductions sont souvent produites par les linguistes professionnels. Et de plus en plus, on voit qu'il y a, pas avec Google Translate, qui est un outil général, mais dans les industries de la langue, les gens créent des corpus, des données qui sont vraiment adaptées pour un domaine spécifique. Alors, il y a des systèmes qui traduisent des textes juridiques, et c'est tout. Il y a des systèmes qui traduisent des textes médicaux, etc. Avec les grands modèles de langage, ces outils sont conçus pour plusieurs tâches et ça veut dire que leurs données doivent prendre une forme un peu différente. Ils ont besoin d'un volume pas simplement grand, mais énorme. Et ce besoin d'avoir tellement de données conduit à un comportement un peu opportuniste, hein. Ils doivent prendre tous les textes qui sont disponibles, même s'ils ne sont pas nécessairement idéaux pour les tâches. Alors, le corpus dans un grand modèle de langue est vraiment hétérogène. Il y a des styles différents, les domaines différents, les types de textes différents, les variétés linguistiques différentes. Ils sont tous mêlis-mélos dans un gros paquet. Il y a, à mon avis, beaucoup de transcriptions des textes oraux, hein. C'est ça ce que j'ai remarqué avec les grands modèles de langage. Ils utilisent les textes qui ont une forme écrite, mais qui ne sont pas vraiment les textes écrits. Ce sont des transcriptions des textes oraux. Et il y a une source et une qualité très variée. Pour les deux, les outils de traduction automatique neuronale et les GML, tous les deux sont des modèles axés sur les données et n'importe quel modèle axé sur les données est très influencé par les données d'entraînement. Alors, on peut commencer à réfléchir si un petit modèle de langage peut offrir une qualité supérieure, mais un petit modèle de langage est un modèle qui est probablement conçu pour une seule tâche. Alors, quels sont les avantages d'avoir un grand modèle qui peut faire n'importe quoi ou au moins plusieurs choses, mais pas nécessairement de qualité excellente, ou avoir plusieurs petits modèles de langage qui offrent une performance supérieure, mais il faut avoir plusieurs modèles, chacun qui peut faire une tâche différente. C'est le modèle, le petit modèle de langue qui ressemble plus à la situation des traducteurs professionnels, hein. Comme je l'ai dit, c'est pas un traducteur professionnel ne peut pas traduire n'importe quel texte. Il y a des spécialistes pour les textes techniques, pour les textes littéraires, etc. Alors, ça, c'est un des observations. Qu'est-ce que les traducteurs professionnels pensent des GML? Et je comprends que peut-être ces présentations identifient des problèmes, mais je veux souligner que les traducteurs ne sont pas forcément contre les GML, mais ils ont quelques inquiétudes, surtout par rapport à l'utilisation par les gens qui ne comprennent pas la traduction. Alors, ça, c'est l'un des inquiétudes principales. Mais d'après les traducteurs professionnels, ils ont observé une performance très variable
selon la combinaison linguistique, le domaine, le type de texte. Ça veut dire que ça dépend du donné de l'entraînement. Sinon, l'outil a une performance élevée pour un type de traduction particulier. Si l'outil est entraîné euh, euh, avec cette vaste collection, pas nécessairement choisie avec soin, euh, s'il y a trop de données du Québec, pas assez de données de la France, quoi que ce soit, il se peut que l'outil a une performance élevée pour certains textes, mais une performance inférieure pour d'autres textes. Et si les caractéristiques nécessaires pour répondre aux besoins du public cible ne sont pas bien représentées, les traductions ne sont pas toujours adéquates. Ils ont remarqué que les perspectives des cultures occidentales et surtout celles des États-Unis sont surreprésentées dans certains outils, que les variétés linguistiques dominantes étouffent parfois les variantes qui sont moins répandues et que les valeurs sociales du passé sont souvent amplifiées, même s'ils ne représentent plus les normes sociales plus récentes. Alors, il y a des bias, par exemple, il y a des stéréotypes. Si on a besoin d'un volume énorme de données, on doit utiliser les données du passé. Et il se peut que les valeurs représentées dans les textes, pas anciens, mais les textes datés, ne représentent plus les normes d'aujourd'hui. L'outil peut les amplifier quand même. Ils ont observé aussi, il y a des difficultés avec la terminologie spécialisée, avec les noms propres, avec les acronymes, les conventions numériques et la négation. Ce dernier est particulièrement important parce que ça veut dire que souvent, pas souvent peut-être, mais il se peut que les grands modèles de langage expriment le contraire. Hein. Ils oublient la négation, par exemple, ce qui veut dire que le contenu est le contraire de celui qui est dans le texte de départ. Les traducteurs ont remarqué qu'il y a souvent un manque de cohérence tout au long du texte. C'est comme les textes sont une série de phrases, mais on sait qu'un texte est beaucoup plus qu'une série de mots, une série de phrases. Il y a parfois un aplatissement de langue, c'est-à-dire un manque de diversité lexicale, par exemple, et que la cadence plus typique pour le langage parlé est évident. Il y a beaucoup de phrases courtes, séries de paragraphes avec une seule phrase, l'utilisation excessive des tirets, des styles pleins d'énergie ou enthousiastes, qui donnent l'impression que c'est une certaine culture, un certain style qui est privilégié. Ils ont aussi noté que les GML différents, ChatGPT versus Claude, etc., ont tous leur empreinte individuelle, leur idiolecte, selon leurs données d'entraînement. C'est vrai que les traducteurs ont leur voix à eux, mais souvent, dans une situation professionnelle, les traducteurs cherchent à conserver la voix de l'auteur et de minimiser leur propre voix. Les GML semblent moins capables à supprimer leur idiolecte, par exemple. OK. Il y a des possibilités pour aider les GML d'améliorer leur performance. Et l'une des possibilités, c'est de fournir une requête qui ressemble plus à un mandat de traduction.
Alors, la plupart des utilisateurs qui ne sont pas des traducteurs professionnels, ils donnent des requêtes comme, s'il vous plaît, traduire ce texte vers le français. Et les résultats seront probablement pas trop bien ciblés pour le public qu'ils imaginent. Si on peut fournir une requête qui ressemble plus à un mandat de traduction avec beaucoup plus de détails pour, en ce qui concerne l'objectif, le public, on peut obtenir des traductions qui sont plus adéquates pour le public visé. Alors, ça, c'est une des possibilités. Une autre idée que j'aimerais partager, c'est que les traducteurs, la traduction, c'est une activité sociale. Les traducteurs sont les membres de la société. Est-ce qu'ils sont les bonnes citoyennes? Euh, Souvent, oui, les traducteurs cherchent vraiment à développer des relations de confiance avec leurs clients. Si le client ne fournit pas un mandat clair ou complet, les traducteurs demandent des informations supplémentaires. Les traducteurs savent le type d'informations dont ils ont besoin pour produire une traduction adéquate. Souvent, il y a des erreurs ou des erreurs potentielles dans le texte de départ. Les traducteurs ne traduisent pas les problèmes, hein. Ils vont parler avec les clients, ils vont dire, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est problématique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette phrase, etc. Et ça arrive souvent. Alors, il y a une conversation, une bonne volonté pour produire une traduction qui va vraiment répondre aux besoins du client et des lecteurs visés. Et les traducteurs, comme j'avais dit, ils évaluent les risques et ils proposent les stratégies ou les approches adaptées aux besoins des clients. Et ça peut, comme j'avais dit, les traducteurs ne sont pas contre les outils d'IA, ils les utilisent et souvent, mais ce n'est pas nécessairement toujours la meilleure approche, la meilleure solution. Alors, les traducteurs vont proposer l'approche qui est le plus adéquat pour les besoins. Est-ce qu'on peut attendre ce genre de comportement, ces actions semblables de la part des GML? On peut certainement demander au GML, est-ce qu'il y a une autre stratégie? Est-ce que vous avez besoin de plus d'informations? Mais ça, il faut que la personne qui utilise l'outil sait que c'est une question importante à poser. Le GML ne va pas simplement offrir ce genre de conseils, par exemple. Et la dernière point que j'aimerais faire, c'est que les traducteurs travaillent dans le respect des principes éthiques. Alors, certainement au Canada, pour être un traducteur agréé, par exemple, il faut être membre d'un ordre professionnel et cet ordre professionnel a un code de déontologie, par exemple. Il faut respecter le code de déontologie. Alors, il y a un grand nombre d'attentes sociales et professionnelles pour les traducteurs agréés au Canada. L'ordre professionnel à Québec, c'est l'ordre de traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec. Et ils ont, comme j'avais dit, ils ont un code de déontologie et des règlements. Il y a 49, en fait. Alors, j'ai choisi juste quelques-uns pour partager. Euh, Avant de dispenser un service professionnel, le membre, le traducteur, le membre de l'OTIAC doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances, ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas entreprendre des travaux pour lesquels il n'est pas suffisamment préparé. Est-ce que les GML refusent de traduire?
Je pense que non. La plupart du temps, ils vont fournir une traduction, même si les données d'entraînement ne sont vraiment pas adéquates pour la tâche. Euh, on peut demander à un grand modèle de langage de faire une évaluation ou une estimation de la qualité de la traduction. Ils vont le faire si on le demande, mais si on ne le demande pas, ils ne vont pas offrir cette information de façon volontaire. Alors, il y a un nombre d'articles dans le code de déontologie. À mon avis, c'est pas, les outils n'adoptent pas une position éthique, ils ne traduisent pas d'une position éthique automatiquement à ce moment. Est-ce que ça va changer à l'avenir? On ne sait pas, mais ça, pour moi, ça, c'est l'une des grandes différences entre les traductions humaines et la traduction fournie par les grands modèles de langage. L'une des questions qui est pour moi très, très important, c'est que un traducteur professionnel doit avoir une assurance contre la faute professionnelle et ce traducteur doit assumer la responsabilité civile pour les erreurs. Qui assume la responsabilité pour les erreurs dans une traduction qui est faite par un grand modèle de langage? Il y a un grand point d'interrogation sur ce point. J'ai pas mon cellulaire, mais j'imagine que j'ai déjà épuisé mon 30 minutes. Alors, j'espère que c'est assez cohérent et intéressant de comprendre un peu plus la situation de la traduction professionnelle. Ouais. Merci.